Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 2, le deuxième jour du défi 5 jours pour créer son planning soutenable. Et je représente le défi pour ceux qui n'étaient pas là hier. Le but, c'est d'apprendre à créer un planning efficace et soutenable pour réviser l'agrégation. Et puis, pour faire cela, on a besoin de trois étapes. La vision macro, c'est-à-dire créer un rétro-planning annuel. La vision micro, créer son planning de l'été. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici, ça commence dans 2 jours, juillet. Et les stratégies transférables, les pièges à éviter et les règles de base pour que tout ce que vous appreniez pendant ces lives, vous puissiez les dupliquer à la rentrée au moment de faire votre planning. Aujourd'hui, on en est à l'étape 2. Vous le voyez ici. L'étape 1, c'était s'orienter. Hier, on a discuté des différentes ressources qu'on a pour s'orienter. La principale étant les rapports de jury et les programmes. Et je vous ai expliqué comment faire une lecture rapide, en diagonale et en prenant certaines précautions de lecture pour aborder ces rapports de jury. Donc, la clé d'aujourd'hui, c'est que la seule façon de ne pas réussir, c'est d'abandonner. Ça paraît logique, mais pas tant que ça. Notre cerveau a tendance à ne pas penser comme ça. Donc, si je suis ma logique, tant qu'on n'abandonne pas, on reste dans la course. Si vous voulez vraiment l'agrégation, la question n'est pas de savoir si vous allez l'avoir, mais quand vous allez l'avoir. Aujourd'hui, on va apprendre à se fixer des limites. Si vous avez bien suivi ma logique, la vraie question, c'est comment faire pour ne pas abandonner. Et la clé, c'est d'apprendre à se connaître. On peut optimiser son mode de fonctionnement, bien sûr, mais il faut partir de qui on est et comment on fonctionne le mieux. Donc la première chose que je vais avoir besoin d'identifier, c'est quelle est ma capacité de travail et quand est-ce que je suis le plus efficace. Puis la deuxième question à laquelle je vais vous demander de répondre, c'est quels sont mes non négociables, c'est-à-dire ceux que je ne suis pas prêt ou prête à sacrifier pour l'agrégation. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs profils tirés de mon expérience personnelle aux côtés des candidats et je vais vous demander de commencer à réfléchir au vôtre. Comment est-ce que vous vous voyez, comment vous vous percevez ? La bonne nouvelle, c'est que les devoirs, entre guillemets, à faire pour passer à l'étape 3 seront beaucoup plus light que ce que je vous avais demandé de faire pour passer à l'étape 2, mais ça demande quand même un peu d'introspection. Alors, c'est parti pour la présentation des différents profils. Comme j'aime bien donner des exemples concrets, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant, je vais vous présenter 4 profils, des vrais profils de personnes que j'ai coachées pour l'agrégation. Ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles étaient toutes en poste, donc ça vous permet de dresser un petit peu le tableau. Mais ce qui les différenciait, c'est qu'elles ont su chacune à leur façon trouver un rythme qui leur convenait à elles, et vous allez voir que c'était pas du tout le même rythme. Alors, en premier, on a Cécile. Cécile, j'ai fait un bilan avec elle cette semaine et elle m'a bien précisé qu'elle travaillait tous les jours, depuis qu'elle avait décidé de passer la grecque, elle a travaillé tous les jours, sauf 5 jours dans l'année et elle était capable de me citer lesquels. Mais ses règles à elle, les limites qu'elle s'était fixées, c'est jamais avant 6h du matin ou après 18h. Donc vous vous dites peut-être, comment elle fait? Elle court, eh bien elle a utilisé tous les petits trous, les créneaux, elle a vraiment optimisé tous les conseils que je lui donnais pendant la formation pour réussir à quand même travailler tous les jours, une demi-heure par-ci, une heure par-là, alors qu'elle était en poste. Et puis évidemment, elle travaillait le week-end, mais jamais avant 6h et jamais après 18h. La deuxième personne que je vais vous présenter, c'est Aude. Aude, c'est un autre profil et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle pouvait travailler très intensément pendant certaines périodes, mais au bout d'un moment, elle se rendait compte qu'elle avait beau lire, ça rentrait plus. En fait, la coupe était pleine et elle n'assimilait pas ce qu'elle lisait.
Donc, ce qu'elle a fait, c'est que pendant l'année, elle s'est octroyée 2 coupures totales où elle est partie en vacances, ou alors elle a déconnecté pendant 10 jours. Donc 2 coupures de 10 jours. Vous voyez, pas du tout le même profil. Ce qui est rigolo, c'est que Aude, elle m'avait dit que elle s'en fiche d'être première à l'agrégation. Ce qui lui importe, c'est de l'avoir. Et elle a été dernière admissible de sa cohorte. Mais bon, elle l'a eu. Non, dernière admise, je veux dire. Après, nous avons Justine. Donc Justine, c'est quelqu'un de très rigoureux, très sérieux. Elle était en poste aussi. Elle utilisait aussi les créneaux, les intercours. Mais ce qu'elle faisait, c'est que elle travaillait tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, le soir jusqu'à 22 heures après ses cours, après avoir été au sport ou quoi. Et puis le samedi, elle avait les cours de la formation académique. Mais un jour par semaine, le dimanche, c'était off. Le dimanche, c'était sacré. C'était le jour où elle ne touchait pas à l'agrégation. Et c'était ça, sa règle, qui lui permettait de fonctionner. Je pense que c'est ça qui lui permettait de tenir toute la semaine, parce qu'elle savait qu'elle avait son dimanche qui allait forcément revenir chaque semaine et qui allait être off. Et puis, dernier profil, on a Marie-Claire. Donc Marie-Claire, elle est maman d'une petite fille qui avait 3 ans à l'époque et son mari était souvent en déplacement, donc ça la contraignait à s'occuper seule pendant la semaine de sa fille et donc elle ne pouvait pas tellement travailler pendant la semaine et elle n'était pas non plus du matin. Donc elle travaillait de temps en temps, on va dire 2 fois par semaine après 22 heures. En revanche, le week-end, elle s'arrangeait pour confier sa fille, soit auprès de sa famille, soit avec son mari, et elle travaillait vraiment tous les week-ends. Et notamment, elle avait un groupe de travail avec trois ou quatre, 3 filles, je crois, de sa préparation. Et tous les dimanches, elle se retrouvait avec son groupe de travail pour travailler ensemble sur des sujets, voilà, pour échanger des ressources, pour travailler sur des sujets, pour faire des plans, etc. Voilà, donc si vous voulez savoir, moi mon profil c'est plutôt, j'étais plutôt comme Cécile, c'est-à-dire que je me levais tous les jours, samedi, dimanche compris, à 6 heures du matin, week-end compris, mais par contre je suis incapable de travailler le soir, donc je ne travaillais jamais après 19 heures. Donc vous voyez bien ici que chacun a sa façon de fonctionner et ce qui lui permet de fonctionner le mieux. Et il faut que vous commenciez à vous identifier, à identifier quel est votre profil. J'espère que tout le monde m'entend, me voit. Je sais que vous ne me voyez pas, mais j'espère que vous m'entendez. Je vais juste aller faire un petit tour sur les commentaires pour voir s'il y a un problème. Coucou, vive le dimanche. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, Justine est là. Ok, donc je me remets sur ma présentation. Tout fonctionne. Alors, maintenant, je vais vous présenter 2 tableaux, les extrêmes. Parce que je sais que vous voyez passer des choses, ou que vous entendez des choses à droite, à gauche. Et oui, les extrêmes, ça existe aussi. Donc, le première personne que j'ai appelée entre guillemets extrême, c'est Pascal Bouvet. Les anglicistes le connaissent sûrement parce qu'il est l'auteur de 2 manuels qui sont vraiment super d'ailleurs, un pour préparer le CAPES et l'agrégation en ce qui concerne la partie didactique, et un autre sur la phonologie, il me semble. Donc c'est vraiment 2 ouvrages super. Et il a fini premier à l'agrégation interne d'anglais en 2018. Et je crois que maintenant il fait office d'inspecteur, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, pas étonnant qu'il ait fini premier. Et il avait, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, sur Facebook, il avait posté un long message pour expliquer comment est-ce qu'il s'y était pris pour réussir l'agrégation et finir premier. Et ce long message avait pour but d'encourager, je pense pour vocation, de motiver les troupes, parce qu'il commençait par aller, quelque chose d'encourageant. Mais personnellement, j'avais trouvé que sur moi, ça avait eu l'effet inverse, parce que son programme était juste très, très chargé. Je le cite.
J'ai commencé début juillet et n'ai pas pris de vacances. Je travaillais de 9h à 19h pendant l'été, un été solitaire mais fructueux. Je suis persuadée que j'ai fait environ 60% de ma prépa concours cet été-là. Pendant l'année scolaire, j'avais un service de 19h, car je n'avais pas pu éviter une heure supplémentaire. Je travaillais de 18h à 20h en semaine et de 9h à 19h le week-end. Les vacances servaient à relire les œuvres et revoir les films, plus faire des dissertes. J'ai fait une pause de 3 jours pendant les vacances de Noël. Donc, voilà le programme de Pascal Bouvet, qui a fini premier. Cela dit, si ça vous inspire, vous pouvez aller lire la totalité du témoignage, parce que je pense qu'elle se trouve encore sur le groupe Facebook Prépa Agrég Interne Mutualisons. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous l'enverrai. Donc, certes, avec tout ce qu'il avait fait, il a largement mérité sa place de premier, mais tout le monde n'a pas l'ambition d'être premier. Nous, on veut juste l'avoir. Et puis, je vais vous présenter un autre profil, ma collègue et amie Charlotte Thomas. Elle a fini 3e l'année dernière à l'Agrég Interne d'anglais. Et j'ai discuté, je l'ai vécu au quotidien puisqu'on se voyait en salle des profs à l'INSPE. Et puis j'en ai souvent parlé avec elle. Donc elle a assisté à tous les cours, elle a rendu tous les devoirs, mais elle a continué à sortir, resto, week-end, vacances. Bon, elle est partie en vacances l'été. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle a bossé, c'est clair, mais elle a continué à vivre. Elle pouvait se dire, je sacrifie pas ma vie personnelle. Et ce qui m'a marqué, c'est que un jour, c'était en salle des profs, elle me raconte que la veille, elle avait été à l'opéra. Et puis, je lui dis, mais comment tu fais avec ton boulot, plus la prépa agrég? Et elle m'avait répondu, ah, mais moi, je ne peux pas vivre sans musique. J'ai un abonnement annuel à l'opéra et à la Philharmonie. Mais à côté de ça, je rends tout. Dès que j'ai un petit créneau d'1h, 1h30, hop, je travaille. Et j'étais scotchée. En fait, je me disais comme quoi c'est vraiment possible de combiner les deux. Donc, je suis pas en train de dire ça c'est bien, faites comme si, ça c'est mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste pour vous montrer par l'exemple qu'il n'y a pas de règles. Mais j'avoue que pour avoir fait des exercices en temps limité avec Charlotte, je peux vous dire qu'effectivement, elle est très efficace. Et de se fixer comme ça des petits créneaux, ça vous oblige, quand il y a quelque chose avant et après, par exemple entre deux cours, ça vous oblige à travailler en temps limité. Et ça, c'est vraiment un des premiers conseils que je donne dans ma formation, c'est vraiment travailler en temps limité pour vous habituer à ça. Parce que le jour de l'épreuve, ça sera en temps limité. Donc la raison pour laquelle je pense elle a réussi, c'est parce que effectivement elle est très efficace, mais c'est surtout qu'elle s'est entraînée très régulièrement. Donc pour finir, je ne connais personne qui l'a eu sans travailler du tout, ou alors il ou elle ne s'en est pas vanté, donc je n'ai pas eu vent de ce profil de candidat. Donc l'objectif numéro 1, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est trouver son rythme. Donc vous voyez qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a des gens qui vont vous dire, ou des profs qui vont vous dire, il faut travailler tant d'heures par jour, lire tant de fois les œuvres, etc. Bon, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut utiliser la méthode essai-erreur. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'exemples pour vous convaincre qu'il n'y a pas de chiffre magique. Je ne peux pas vous dire combien d'heures par jour il faut travailler pour avoir l'agrégation. Le seul moyen de le savoir, c'est d'utiliser cette méthode. J'essaye, je réajuste. Je vois ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Vous faites un planning prévisionnel en vous basant sur des estimations et selon votre ressenti, vous réajustez jusqu'à ce que vous trouviez votre vitesse de croisière, celle qui vous permet d'aller jusqu'au bout, que ça vous prenne 6 mois ou 18 mois. Et il y a 2 questions sur lesquelles j'aimerais porter votre attention. C'est que pour trouver son rythme, il y a une mauvaise question et une bonne question. La mauvaise question, c'est combien d'heures faut-il travailler par jour? Je pense que là, vous l'avez compris. Et la bonne question, c'est combien d'heures suis-je prête ou prêt à dégager par semaine, parce qu'il faut avoir une vision globale, ou par mois, sans sacrifier tout le reste. Ce qui m'amène à mon deuxième objectif pour cette séance, à savoir trouver ses limites en faisant la liste de ses non négociables. Donc on va on va prendre les choses par un bout puis par l'autre bout. Donc maintenant on se penche sur vos non négociables.
Pour définir vos non négociables, c'est-à-dire ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour l'agrégation, je vous invite à réfléchir autour de ces 4 pôles. La santé, la famille, les loisirs, la spiritualité. Alors il y a sûrement peut-être d'autres pôles auxquels je n'ai pas pensé. Vous pouvez les mettre dans les commentaires si vous y pensez. Mais j'aimerais que vous me dressiez pour passer à l'étape 3 par écrit la liste de vos non négociables, ce qui passera toujours avant l'agrégation et si possible combien d'heures par semaine cela représente. Alors ça me fait penser à une amie qui disait concernant ses enfants, ils passent les blessures avec du sang, ça passe avant l'agrégation. Les blessures non sanglantes, pardon, passent après l'agrégation. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Je vais prendre un exemple un petit peu plus facile à chiffrer en termes de temps par semaine. Si vous pratiquez une religion, que c'est important pour vous de vous retrouver entre membres de la même communauté, eh bien, combien de temps par semaine vous pensez que ça va vous prendre combien de temps ça va vous prendre d'y consacrer pour pouvoir vous sentir bien aligné et vivre votre spiritualité comme vous l'entendez. Donc ça peut être chiffré. La raison pour laquelle je vous demande d'y réfléchir très sérieusement, c'est parce que pour respecter un certain équilibre qui rend votre routine soutenable, n'oublions pas que c'est l'adjectif, il faut inclure ce qui vous permet de fonctionner. Par ailleurs, lorsqu'on va passer à la création de votre emploi du temps, on va placer vos non négociables en premier, selon la règle Free Time First, ce qui vous permettra de dire « j'ai réussi la grègue sans sacrifier ma vie personnelle ». Et bien sûr, vous allez faire des efforts, vous allez faire des compromis, mais il y a une différence entre compromis et sacrifice. Pour vous donner un exemple personnel, vous avez vu que parmi les 4 pôles, j'avais écrit santé. Il faut le comprendre dans son sens large comme forme physique également. Donc moi, par exemple, au niveau de la concentration, de la capacité de travail, je peux rester sans problème 5 heures, 7 heures d'affilée à plancher sur quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, ça m'arrive souvent si ça m'intéresse. Mais mon dos et mon kiné me l'interdisent parce que avec mes problèmes de dos, je ne peux pas adopter la position statique pendant plus d'1 heure. Donc, il faut que je me lève, que je fasse des exercices, etc. Et ça m'embête parce que ça m'empêche de... J'aime bien être dans le flow, voilà. Donc, tout ça, il faut en avoir conscience pour trouver quelque chose qui ne va pas mettre en danger un des piliers de votre équilibre. Alors, pour récapituler cette étape 2, se fixer des limites, le travail à faire. Donc là, c'est votre job pour passer à l'étape 3. Vous avez compris qu'avant de pouvoir passer au planning, c'est ce qui vous intéresse le plus et ça vient demain, il faut identifier ce qui va rendre notre planning soutenable selon notre profil. Bien sûr, ce ne sont que des estimations et vous pourrez toujours réajuster, mais avant de se jeter à corps perdu dans cette grande aventure, mieux vaut se fixer des limites dès le début. C'est pourquoi votre travail avant de passer à l'étape 3 consiste à faire la liste de vos non négociables et estimer votre capacité de travail en chiffres ou bien en type de profil, puisque nous avons vu différents profils aujourd'hui. Je vous dis à demain!